à tous et bienvenue dans cette édition du 26 octobre. Les stations essence progressivement ravitaillées en Indre-et-Loire, une quarantaine en tout dans la journée, mais les stocks sont rapidement vidés. Conséquence importante de cette pénurie de carburant sur le secteur du tourisme, les hôteliers du département déplorent de nombreuses annulations. Et retour sur le salon de l'automobile qui s'est tenu ce week-end à Tours, plutôt étonnant en ces temps de pénurie de carburant, aucun véhicule électrique n'y était présenté. L'Indre-et-Loire est toujours l'un des départements les plus sensibles. L'essence et le gasoil restent des denrées rares et très prisées. Les files d'attente aux pompes sont toujours aussi longues, même si de plus en plus de stations sont ravitaillées. Félix Ségère. Des voitures qui font le plein sur le boulevard Heurteloup à Tours. Ce n'était pas arrivé depuis une semaine. Cette station-service a enfin été ravitaillée ce matin. De quoi rassurer certains automobilistes en quête de gasoil. Oui, il y en a un peu plus de stations quand même qu'en ont, mais bon, comme tout le monde se jette dessus, que c'est diffusé sur Internet, c'est un peu long. Sarkozy, il a tout fait débloquer, donc ça ne me surprend pas, quoi. Ce qui est lamentable, c'est qu'il ait fait débloquer, mais bon. On a été obligé d'employer un peu la force pour arriver à débloquer. Mais la pénurie n'est jamais loin. À Chambray-les-Tours, cette grande surface n'avait plus que du samplon 95 dès le début d'après-midi. On attend une livraison de samplon, de samplon 98 et de gasoil. Sauf qu'à l'heure actuelle, les camions sont un petit peu en retard. On ne sait pas à quel moment ils peuvent arriver ou non, donc on est dépendant un petit peu des camions. À mon avis, ils tournent encore un petit peu sur l'ensemble des sites qui avaient à réapprovisionner et ça fait quand même un bon nombre de sites. Donc je pense qu'ils réapprovisionnent au fur et à mesure. Avec 2 bonnes heures de retard, le camion citerne est finalement arrivé. Au total, 1,5 million de litres de carburant ont été livrés aujourd'hui dans le département, soit près de 30 stations-service. Mais pourtant, les files d'attente ne semblent pas vraiment diminuer. Le fait de débloquer Saint-Pierre-des-Corps permet maintenant au département de souffler et on va vers un rétablissement progressif de la situation en Indre-et-Loire. Malgré tout, il y a un effet rattrapage, il y a un effet précaution aussi, qui est un petit peu regrettable, mais qui continue de perturber un petit peu le réseau de distribution, raison pour laquelle, pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de prendre aujourd'hui un arrêté interdisant le remplissage des jerrycans et moyens de stockage portatifs. Le retour complet à la normale n'est pas attendu avant le début de la semaine prochaine, car le week-end de la Toussaint s'annonce déjà difficile. La situation s'améliore donc peu à peu, en partie parce que le blocage du dépôt de Saint-Pierre a été levé, ou plutôt cassé par une bonne centaine de CRS. C'était hier matin. Nous revenons sur cet événement avec Claude Garou, le secrétaire général de la CFDT Transport pour la région Centre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous avez donc participé au blocage du dépôt de Saint-Pierre du lundi 18 au lundi 25 octobre. Donc hier, vous paraissiez surpris, hier encore et tout au long de la semaine, surpris que la force de l'ordre finalement intervienne si tard. Écoutez, oui, lorsque nous sommes mis en place lundi dernier, avec 17 de mes camarades de la CFDT, on ne pensait pas qu'on allait rester la semaine entière, une semaine totale, à bloquer ce dépôt pétrolier qui est quand même stratégique. À juste titre, raisonnablement, on pouvait penser qu'il allait intervenir dès le lundi midi. Et écoutez, la situation était devenue complètement ubuesque parce que, écoutez, on s'est été mis en avant, sans arriver à négocier quoi que ce soit, et puis d'un seul coup, on s'est aperçu que personne ne venait nous chercher. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi avoir mis tant de temps? Je pense qu'il y a eu une réelle volonté de vouloir retourner l'opinion publique contre les manifestations. Nous, ce qu'on avait voulu à la CFDT, Transport, à l'équipe animatrice de la FGTE, la décision a été prise le 14 octobre de faire le mouvement au niveau national, pour qu'il y ait une cohésion au niveau national. Là, nous, notre objectif premier, c'était Saint-Pierre-des-Corps. J'avais d'autres objectifs dans la semaine, plusieurs divers et variés, on va dire, sur d'autres départements. Être scotché, enlisé sur le premier, quelque part, bon, c'était pas fait pour me déplaire, parce que quelque part, ça nous a permis aussi de faire des échanges avec la population de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours. On a eu des échanges formidables, quoi. Je me suis aperçu d'un seul coup, on avait réussi par procuration à redonner la fierté aux salariés français, parce qu'ils ne pouvaient pas envisager même d'arriver à pouvoir se mettre en grève. Mais est-ce que ça n'a pas été contre-productif, puisque finalement le mouvement de sympathie envers les grévistes et les manifestants ont chuté au fur et à mesure de la semaine? Non, je pense pas, non, parce que c'est pas du tout la réalité qu'on a vécue sur le terrain avec tous les copains. On était jusqu'à plus de 120, 130 personnes la journée sur le piquet de grève. La nuit, toujours une bonne vingtaine de personnes. Les échanges ont été vraiment formidables avec la population. On a noué des liens. Les gens nous ont laissé de l'argent, à qui ils nous apportaient des vivres, à qui nous faisaient des chèques sur place. C'était vraiment... Puis en plus, on a réussi à discuter avec les gens qui n'étaient pas favorables à nous, qui ont eu le courage, entre guillemets, de venir nous trouver
pour dire voilà, je suis pas d'accord avec vous, comment se fait-il que vous puissiez à vous tout seul, avec 2 véhicules de moins de 3,5 tonnes, je le rappelle, on a réussi à bloquer les 2 entrées principales des 2 entreprises de dépôts pétroliers. Alors vous avez été délogé hier, vous parliez d'actions envisagées la semaine dernière, est-ce que là vous envisagez de les reporter? Quels sont vos moyens, modes d'action? Là pour l'instant, à l'Union Fédérale Route, dont je fais partie, l'équipe animatrice, on a décidé de faire une pause pour laisser les gens se ravitailler en carburant, s'il n'est pas question de devenir impopulaire. Hein. Et puis, on attend la manifestation de jeudi prochain, 10h place de la Liberté à Tours, pour voir l'état de la mobilisation. Et ensuite, en fonction de cela, prenons nos responsabilités, comme on a toujours su faire à la CFDT, des choix, des actes. Lorsqu'il n'y a pas de négociation, à un moment donné, il faut arrêter de discuter. On n'est pas là pour non plus ne rien faire. Nous sommes des militants, et nous retournerons de faire des opérations. Alors pour l'instant, je me réserve la primeur. Je n'annoncerai pas ce que je vais faire sur la région centre, mais s'il n'y a pas de négociation, on continuera. Claude Garou, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau répondre à ces quelques questions. Cette pénurie de carburant, en tout cas, a des conséquences sur de nombreux pans de l'économie. Le tourisme, par exemple, puisque cette semaine est celle des vacances scolaires et que de nombreuses familles ont décidé d'annuler leur séjour. La grève des cheminots a également beaucoup joué. Gaël Poulain. Des plannings à trous et des clés qui restent au clou. Dans cet hôtel du centre-ville de Tours, la pénurie de carburant a clairement fait chuter les réservations. Pour ce mois d'octobre 2010, la réception enregistre ainsi une baisse de 20% de son chiffre d'affaires. Et c'est la semaine dernière qui a été la plus creuse, avec seulement 77 nuitées contre 164 à la même période en 2009. De peur de ne pas avoir le plein de leur réservoir, de ne pas trouver de train ni d'avion, certains touristes de la Toussaint ont également annulé leur week-end. Une trentaine de chambres en moins qui ont mis en berne le budget de cet établissement. Là, il faudra vraiment que ça reprenne, quoi, parce que le mois d'octobre, c'est vraiment catastrophe, quoi. Et même si on arrive à relouer des chambres, on rattrapera jamais notre retard. Tout ce qu'on a perdu, on le rattrapera pas, c'est pas possible. Là, sur la semaine, on a quand même perdu 9 000 € sur la semaine dernière. Donc, pour un petit établissement comme nous, 37 chambres, 9 000 €, c'est un gros manque à gagner. Heureusement, avec le retour de l'or noir dans nos stations-service, la tendance semble s'inverser. Chez Val-de-Loire Tourisme, où l'on gère les réservations de 500 gîtes et chambres d'hôtes en Indre-et-Loire, le téléphone a ainsi recommencé à sonner. Depuis hier, une soixantaine de clients a en effet décidé de partir, coûte que coûte. Je pense que ce sont les personnes qui attendaient et qui se sont dit finalement c'est pas si catastrophique, qui avaient fait leur bagage, à mon avis, parce qu'ils sont tellement prêts, c'est surprenant, ils nous disent on arrive dans 2 ou 3 heures. Donc ce qui va bien, c'est que nos propriétaires jouent bien le jeu et leurs maisons sont prêtes aussi, chauffées, donc ce qui facilite beaucoup l'accueil confortable. La pénurie de réservations semble donc s'apaiser à son tour dans les structures tourangelles. Mais le bilan de ce mois d'octobre, sous l'influence des divers mouvements sociaux, sera certainement douloureux pour les hébergeurs. Certains espérant que les offres promotionnelles, comme Plus de Touraine, lancées par le comité départemental du tourisme, auront un effet bénéfique sur les réservations des semaines à venir. La journée de mobilisation est fixée, on le disait à l'instant, à demain. Aujourd'hui, les jeunes avaient décidé de maintenir la pression. De nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout en France. À Tours, ils avaient rendez-vous à 17h30. Ils ont rejoint l'intersyndicale en manifestation également. En tout, à peine 300 personnes. Ils ont défilé entre la place Jean Jaurès et la préfecture. Une faible mobilisation donc en cette semaine de vacances scolaires. On écoute tout de suite la présidente de l'UNEF Tours. Elle est au micro de Florent Carrière. L'université étant aussi complètement fermée au niveau des sites, mis à part le site de médecine. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident pour mobiliser les jeunes. Cela dit, c'est pour ça aussi qu'on s'est mis avec l'intersyndicale pour faire un appel qui a été aussi un appel autant des jeunes mais aussi de l'intersyndicale de salariés pour faire un appel commun. Après c'est une étape pour la journée de jeudi qui elle sera, je l'espère, plus importante. Dans le reste de l'actualité, la ville de Tours renonce à se pourvoir en cassation dans le dossier Access, mettant ainsi fin à un long périple judiciaire qui l'opposait à 12 salariés de l'association. Le 30 septembre dernier, la Cour d'appel d'Orléans avait condamné la ville de Tours à leur verser la somme de 435 000 € pour licenciement abusif. Une autre décision de justice qui donne raison à Val Touraine Habitat face à l'État, condamné à verser un peu plus de 21 000 € au bailleur de logement de Tours. En cause, la préfecture d'Indre-et-Loire
qui n'avait pas exécuté des décisions d'expulsion de certains locataires mauvais payeurs. Le salon de l'automobile de Tours s'est terminé hier soir. Des centaines de véhicules de toutes marques étaient présentés. Mais en ces temps de pénurie de carburant, notre journaliste Julien Ababsa, comme de nombreux Tourangeaux, aurait bien aimé croiser quelques voitures électriques. Reportage. Pénurie de carburant, longue file devant les stations, peut-être un avant-goût de ce qui nous attend dans quelques dizaines d'années avec la baisse des ressources en pétrole. L'occasion est donc belle de mettre en avant les véhicules électriques, mais bizarrement, au salon de l'auto de Tours, on a eu beau les chercher, encore les chercher, toujours les chercher, on ne les a pas trouvés. Je suis surpris de ne pas avoir vu une seule voiture électrique. Je n'ai pas encore été en parc à l'extérieur. Mais oui, ça me surprend effectivement de ne pas voir de véhicules électriques. Une voiture sur tout le truc est au GPL. Et puis le reste, c'est essence ou diesel. Les prototypes, ils sont restés au Salon de Paris, mais ils ne sont pas venus ici. Et en effet, les quelques modèles électriques disponibles pour l'instant sont réservés aux grands salons internationaux. C'est encore un peu tôt pour les présenter en salon de province. Le Mondial de Paris a basé sa communication là-dessus, mais pour nous c'est un petit peu tôt. Vous verrez que l'année prochaine, vous aurez un stand plein de véhicules électriques. Vu que c'est quelque chose, un modèle, un véhicule qui n'est pas encore assez développé et présent sur le marché, ils préfèrent les présenter sur les gros salons et après, dans quelques années, les développer sur les salons régionaux. Mais malgré les pénuries actuelles, les automobilistes ne semblent pas prêts à abandonner l'essence et le gasoil. Les voitures gourmandes en carburant continuent même à se vendre. Moi, je ne suis pas tellement pour la voiture électrique parce qu'il faut recharger, c'est tout. Là, vous faites votre plein, vous êtes tranquille. C'est le début des voitures électriques et on ne trouve pas forcément les bornes à tous les endroits pour pouvoir avoir une autonomie suffisante. Pour l'instant, la réponse électrique, elle n'est pas pour le particulier. Aujourd'hui, une voiture électrique, ça vaut le premier prix, ça vaut 35 000 euros. L'autonomie est très réduite, donc ça ne peut pas être une réponse concrète aujourd'hui pour les particuliers qui vont au travail, qui vont à l'école et qui travaillent avec. La pénurie de carburant n'aura donc pas eu d'effet sur ce salon. Elle aurait pu légèrement freiner la fréquentation, mais les visiteurs étaient finalement plus nombreux que l'an dernier. Oui, le bilan en fréquentation est plutôt positif, 20 000 personnes selon les organisateurs en 4 jours. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, restez avec nous.